Bonsoir Pierre Jouvet. Bonsoir Aurélie Herbemont. Vous êtes député européen, secrétaire général du Parti socialiste. Est-ce que l'Europe s'est réveillée depuis le rendez-vous particulièrement houleux entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky vendredi soir à la Maison-Blanche ? Il le faut, c'est urgent, c'est nécessaire et c'est indispensable. On a passé l'année dernière avec Raphaël Glucksmann toute notre campagne Votre tête européenne. de liste aux européennes. Notre tête de liste aux européennes a rappelé ça. C'était d'ailleurs notre slogan de campagne, réveiller l'Europe. Oui, il est temps que l'Europe se réveille. Il est temps de prendre conscience que ce que nous avons vécu depuis la chute du mur de Berlin est en train de s'écrouler sous nos yeux. Que les grandes puissances, que ce soit les États-Unis ou la Chine, sont en train de s'organiser et que l'Europe est restée la grande naïve du monde dans une forme de mondialisation heureuse qui finalement la laisse sous dépendance de toutes les puissances autour de nous. Et finalement, j'espère que cette scène absolument incroyable que nous avons vue dans le bureau ovale de la Maison-Blanche va enfin prendre conscience à toutes et à tous que oui, l'Europe doit s'organiser et que oui, l'Europe doit être forte. Justement, est-ce que vous êtes d'accord avec François Bayrou qui disait tout à l'heure à la tribune de l'Assemblée nationale qu'en plus de la sécurité de l'Ukraine, eh bien, l'autre victime vendredi soir, ça a été une certaine idée de l'alliance que nous avions avec les États-Unis. C'est ça aussi qui s'est joué vendredi soir ? Oui, je crois que ça s'est d'ailleurs joué depuis l'élection de Donald Trump. Ce qui se joue, c'est qu'avec Donald Trump, président des États-Unis, c'est l'Amérique d'abord, c'est le business d'abord et c'est les intérêts de l'économie américaine. Et en fait, Donald Trump ne joue qu'à ça. Et donc on voit que ce qui a été et ce qui a construit, d'abord l'ONU, puis ensuite l'OTAN, ce qui a construit finalement le rapport de force établi à l'échelle du monde, est en train aujourd'hui de s'effondrer sous nos yeux et on doit repenser la protection du monde. Et je crois que l'Europe a une place importante à jouer et la France une place très particulière. L'Europe a un rôle à jouer et aussi elle doit se défendre elle-même. François Bayrou disait tout à l'heure que l'Europe est forte mais qu'elle ne le sait pas. Est-ce que vous partagez le diagnostic du Premier ministre ? C'est un fait. Le Premier ministre l'a rappelé très justement dans son discours et je pense que c'est important pour nos auditeurs qu'ils l'entendent bien. L'Europe, c'est évidemment plus d'habitants. L'Europe, c'est aussi une force militaire, plus importante évidemment que la Russie, mais aussi plus importante que les États-Unis. L'Europe, c'est aussi une capacité d'investissement. Sauf que ça ne se voit pas au quotidien. Non, parce que nous avons délégué nos industries de défense ces dernières décennies. Et le fait d'avoir délégué nos industries de défense comme nous avons délégué notre industrie fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas fait de la production, notamment liée à la défense, c'est-à-dire les missiles, c'est-à-dire les avions, c'est-à-dire les chars, c'est-à-dire tous les outils de protection en cas de guerre. On les a délégués finalement, notamment aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, ce qu'on doit reprendre, c'est cette force et cette implication. Et dire que oui, nous devons peser dans ce nouvel équilibre du monde. Alors, l'Europe a déjà des atouts, mais vous le reconnaissez, il y a encore du travail. D'ailleurs, pour assumer sa défense, l'Union européenne va quand même devoir sacrément investir. Emmanuel Macron estime que dans un premier temps, il faudra 200 milliards d'euros. Il suggère des emprunts communs européens. Est-ce que c'est une bonne idée, des emprunts communs européens, Pierre Jouvet, pour la défense ? Oui, ça a été fait au moment de la crise du Covid, où nous avons su lever de manière exceptionnel un emprunt massif et qui a permis justement de faire de l'Europe une force extrêmement grande dans la lutte de la crise Covid. On doit faire la même chose. Moi, je dis qu'aujourd'hui, nous devons très clairement faire un emprunt commun européen pour arriver à cette capacité de 2 à 500 milliards d'euros pour assurer la protection des Européennes et des Européens. Et je dis aussi une chose simple. Il y a des avoirs russes qui sont gelés dans les banques. Qui sont gelés depuis le déclenchement de la guerre. Aujourd'hui, ces avoirs russes, qui représentent plus de 200 milliards d'euros, doivent être utilisés pour assurer la défense du peuple ukrainien et pour permettre justement de rappeler une chose simple que le président des États-Unis n'a pas rappelé vendredi. C'est qu'il y a un agresseur et un agressé. Que l'agresseur, c'est Vladimir Poutine et que l'agressé, c'est l'Ukraine et Volodymyr Zelensky. Et donc, nous devons être là pour les protéger, pour les défendre et investir massivement. Et moi, j'espère que jeudi, le Conseil européen qui va se tenir... défense qui va se tenir à Bruxelles. Spéciale défense qui va se tenir à Bruxelles, prendra cette décision. D'aller on lève se un servir... grand emprunt. Un grand emprunt européen à hauteur de 500 milliards d'euros. Et deuxièmement, on va se servir dans les banques sur les avoirs russes des oligarques qui ont été gelés, qui aujourd'hui doivent être mobilisés pour financer l'effort de guerre en Ukraine. Pour faciliter le financement, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ouvre la porte à un assouplissement de la règle budgétaire des 3% de déficit pour les dépenses militaires. La France réclame ça depuis des années. Est-ce que vous avez bon espoir que, vu la situation
internationale géopolitique, cette fois, ça aboutisse. Oui, je le crois. Et vous savez, c'est toujours à l'échelle des crises et au moment des crises que l'Europe est capable du meilleur. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit être en capacité d'investir plus massivement. Vous savez, la France investit beaucoup dans sa défense. Mais on a des pays autour de C'est nous. un des rares pays qui arrive à être aux 2% du PIB. On est aux 2% du PIB. On a par exemple nos voisins allemands qui sont à 1% du PIB sur l'investissement de défense. La plupart des pays européens de l'OTAN, d'ailleurs, sont très en deçà. Sont à peu près dans ces étiages-là. Alors c'est parce qu'on a aussi la puissance nucléaire qui fait qu'on investit plus, mais il n'empêche que nous devons lever ces règles, qui sont des règles financières contraintes, pour permettre d'assurer la défense. Parce que la défense de notre continent européen, c'est ce qui fera demain notre souveraineté. Et donc, on doit mettre et mobiliser les moyens nécessaires. Vous parlez de la puissance nucléaire, justement. Est-ce que la France, qui est le seul pays membre de l'Union européenne à avoir la dissuasion nucléaire, est-ce que la France doit faire profiter le reste du continent de sa dissuasion nucléaire? Oui, je souhaite qu'il y ait un nouveau pilier de l'OTAN qui permette d'avoir une forme de pilier européen de l'OTAN sous parapluie nucléaire français. Pour remplacer le parapluie nucléaire américain. Remplacer le parapluie nucléaire américain. Vous savez, on s'est mis sous la coupe des Américains depuis maintenant des décennies et on doit aujourd'hui retrouver cette autonomie. Et donc, qu'il y ait cette branche européenne de l'OTAN où on pourrait d'ailleurs associer la Grande-Bretagne, le Canada, celles et ceux qui aujourd'hui sont un peu mis de côté par les Américains, avec ce partage de la puissance nucléaire française. Pourtant, François Hollande, pour qu'on puisse avoir cette capacité de défense. François Hollande, ancien président de la République, dit que la dissuasion nucléaire ne se partage pas. Donc, c'est quoi la ligne du PS? C'est oui, on partage la dissuasion ou on la partage pas? Ce qui ne se partage pas, c'est la décision nucléaire. La dissuasion, elle se partage. Et que la France soit en capacité... Mais au moment de décider d'appuyer éventuellement sur le bouton, ça doit rester une décision souveraine française. C'est une question de souveraineté nationale et il est évident pour nous et pour le Parti socialiste que la question de l'utilisation doit rester entre les mains de la France. Mais comme c'est le cas aujourd'hui des États-Unis, vous savez, on est sous protection américaine dans le cadre de l'OTAN, c'est le président américain qui décide de l'utilisation ou non de l'arme de dissuasion nucléaire. Eh bien moi, je propose aujourd'hui la même chose, sous parapluie de l'OTAN, avec une intervention beaucoup plus forte de la part des Européens sur cette protection française mise à disposition par la France. Quand vous entendez le Rassemblement national parler de trahison nationale, si jamais on devait partager la dissuasion nucléaire, ou tout à l'heure Marine Le Pen qui disait que partager la dissuasion, ce serait l'abolir. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous entendez ces déclarations du RN? Aurélie Herbemont, le Rassemblement national, c'est en fait le parti de la capitulation. Le parti de la capitulation qui, depuis des années, ne vote aucun soutien, par exemple, à l'Ukraine. Jordan Bardella, en 2022, en 2023 et en 2024, sur toutes les décisions au Parlement européen, soit il était absent, soit il a voté contre le soutien de l'Europe à l'Ukraine. Le Rassemblement national, comme toute l'extrême droite française, c'est le parti qui va faire des courbettes à Donald Trump depuis qu'il est élu. C'est un parti qui, en réalité, n'a que le nom de patriote dans ses attributions et qui est en fait sous domination permanente, soit des intérêts russes, soit des intérêts américains. Vous avez d'un côté M. Zemmour qui va se prosterner devant Donald Trump et vous avez de l'autre côté Mme Le Pen qui va en permanence faire des courbettes à M. Poutine. Ça, c'est la réalité de ce qu'est l'extrême droite. Et donc aujourd'hui, leurs leçons, en réalité, n'impressionnent non seulement personne, mais en fait, ce sont véritablement des patriotes en papier qui sont incapables de maintenir la sécurité des Européens et des Français. Pierre Jouvet, est-ce que les Européens doivent reparler à Vladimir Poutine ? Mais il le faudra. Il le faudra parce que quand vous avez un conflit qu'il faut régler, nous souhaitons la paix. Vous êtes d'accord avec Fabien Roussel, Laurent Wauquiez qui disent à un moment il faudra lui reparler. On ne peut pas laisser Donald Trump et Vladimir Poutine parler en tête-à-tête. Il ne faut surtout pas laisser Donald Trump et Vladimir Poutine en tête-à-tête parce que sinon ce sera un partage non équitable, sinon ce sera une répartition financière. Mais pour parler à Vladimir Poutine, il faut rentrer fort. Si nous rentrons faibles, si nous rentrons dans la posture qu'a voulu faire Donald Trump vendredi, c'est-à-dire d'affaiblissement de Volodymyr Zelensky, qu'est-ce qu'il se passera? Monsieur Poutine aura juste à répartir quelques miettes et on dira la situation est réglée. Oui, il faudra discuter avec Vladimir Poutine, mais quand les Européens... Le président français, la présidente de la Commission Non, le président français, je le crois, a un rôle majeur de ce point de vue-là et il devra l'utiliser. Moi, je ne souhaite pas que ce soit la présidente de la Commission européenne qui négocie et qui discute au nom de toute l'Union européenne. Vous savez, la Commission de la Défense, par exemple, a été créée, mais ce n'est pas une compétence à ce stade de l'Union européenne. Je crois aussi à la capacité de souveraineté des nations dans ce type d'intervention-là. Et donc, oui, il faudra rediscuter avec Vladimir Poutine,
mais en étant fort et avec des règles précises. Et vous savez, si on discute avec Vladimir Poutine en ayant saisi les avoirs russes qui sont gelés dans les banques, si on La discute discussion avec sera plus facile. Vladimir Poutine en expliquant qu'il y a un bouclier nucléaire partagé à l'OTAN qui est mis en place par la France, je crois que la discussion sera plus facile. Et d'ailleurs, observez une chose, c'est que M. Trump a reçu qui comme président et responsable politique? Il a reçu Volodymyr Zelensky, c'est une évidence. Mais Ça il a s'est reçu assez mal passé. Il a reçu Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique. Pourquoi? Parce que ce sont les deux qui ont une capacité de dissuasion nucléaire. Donc la force ne comprend aussi que la force. Et dans ce moment-là, nous devons le rappeler. Pierre Jouvet, vous êtes député européen. Un dernier mot sur un autre sujet. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, est prêt au bras de fer avec l'Algérie, qui ne récupère pas un certain nombre de ressortissants algériens que la France souhaite expulser. Est-ce que dans ce dossier, vous considérez qu'il faut agir à l'échelle européenne ? Oui, il faut agir à l'échelle européenne et il faut surtout arrêter les agitations. Monsieur Retailleau est un spécialiste du sujet et il veut faire avancer son agenda sur cette question-là. La réalité, c'est qu'il Ça veut dire quoi? Que si on doit agir sur les visas, ça doit se faire au niveau européen, pas au niveau franco-français? Mais ça veut dire que ça doit se faire au niveau européen et aussi au niveau français. Mais par exemple, ce n'est pas en remettant en cause les accords entre la France et l'Algérie tels que monsieur Retailleau veut le faire, puisque tous les spécialistes du sujet, tous les spécialistes du droit international le disent, ce n'est pas sur la question des accords entre la France et l'Algérie qu'il y a un sujet sur les visas. Donc tout ça est en réalité un agenda politique personnel de monsieur Retailleau. Merci Pierre Jouvet. Merci à vous.